Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de discussion intitulée « L'avenir de l'égalité des genres dans la région euroméditerranée ». Je voudrais également remercier l'UPM d'avoir permis sa tenue dans le cadre de cette conférence hors norme, comme l'est d'ailleurs cette année 2020 totalement hors norme. Avant de commencer, je vous encourage à vous connecter et à réagir sur les plateformes des réseaux sociaux qui vont apparaître sur vos écrans. S'ils n'ont pas apparu, vous pouvez les voir sur le programme. Et je vais maintenant vous présenter nos 4 intervenantes qui partagent, voilà, ça ce sont les réseaux sociaux. Je vais vous présenter nos 4 intervenantes qui se partagent toutes une mission commune, celle de l'amélioration du quotidien des citoyens des villes et des régions où elles ont été nommées ou élues. Voilà. Donc, comme vos CV sont très denses et vos biographies très riches, vous pourrez me corriger s'il y avait, parce que j'ai fait certains raccourcis en les lisant. Donc, nous avons avec nous Madame Watif Dirousse, vice-présidente de la région de Rabat Salé Kenitra au Maroc, docteur en droit et enseignante, membre de différentes associations scientifiques et culturelles, vice-présidente de la Commission des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique appliquée et vice-présidente du bureau politique de la Commission interméditerranéenne. Nous avons aussi Madame Claire Hart, conseillère municipale de la ville de Montpellier et vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l'action internationale et à la coopération européenne. Fervente et très cosmopolite activiste pour le changement social et experte en matière de responsabilité sociale des entreprises. Vous êtes vice-présidente du Refuge, une fondation de soutien aux jeunes LGBT sans abri. Et vous avez créé un réseau européen pour fédérer des groupes de réflexion internationaux sur ce sujet. Vous avez été décoré du prix européen du mérite en 2013 et de la Légion d'honneur en 2014. Nous avons aussi Madame Nabila Hamza, conseillère municipale de la Marsa Tunis. Vous êtes sociologue, activiste et experte internationale en matière de genre. Vous faites d'ailleurs partie, entre autres, d'une coalition internationale pour l'établissement d'une norme mondiale contraignante visant à prévenir et à éradiquer toutes les formes de violence contre les filles et les femmes. Et vous êtes auteur de publications diverses autour des questions du genre et des politiques sociales et publiques. Vous êtes lauréate de 2 prix, dont le prix Nord-Sud en 2019. Madame Laura Celia, donc j'espère que je prononce bien, directrice générale de la coopération, gouvernorat des îles de Baléares. Vous avez également occupé des postes de 2e adjoint au maire et de conseillère pour la culture, la transparence et la participation des citoyens. Pendant plus de 10 ans, vous avez travaillé dans le domaine de la gestion du patrimoine en Catalogne, dans des institutions telles que le Musée des sciences naturelles de Barcelone et l'Institut catalan de paléontologie. Donc, la pandémie du Covid qui a frappé le monde entier a eu une incidence sur tous les aspects de nos vies, quels que soient nos pays d'origine. Mais la réponse de nos gouvernements a été et est toujours à la mesure de leur aptitude à faire face aux catastrophes et aux politiques publiques, et aussi aux politiques publiques qu'elles avaient mises en place en amont. Donc cette session nous permettra d'apprendre comment nos 4 intervenantes voient l'avenir des questions liées au genre et à l'égalité pendant la crise sanitaire et après la crise, puisqu'on espère qu'elle ne va pas durer éternellement. Donc je vais adresser ma première question à Madame Dirousse. Je vais demander à chacune d'entre vous de ne pas dépasser les 6 minutes pour pouvoir parler toutes de façon égale et aussi pour pouvoir répondre aux questions du public qui vont certainement se poser. Donc, Madame Awatif Dirousse, est-ce qu'à la lumière de la crise que nous traversons, avez-vous pu identifier les questions de genre qui étaient les plus urgentes à traiter? Et en deuxième partie, pensez-vous que ces questions soient communes, c'est-à-dire partagées par les différents pays du bassin méditerranéen?
Excusez-moi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous voit pas. Pardon? Oui. Ah, voilà. Parfait. Merci, Madame la modératrice. Je suis ravie d'intégrer ce beau panel de femmes appartenant à toutes disciplines confondues. Je remercie l'UPM, je remercie les organisateurs de cet événement très important vu la situation que nous traversons et que nous espérons voir vite disparaître. Voilà, donc je vais simplement rectifier un titre. Je n'aime pas usurper les titres. Sur ma biographie, il est écrit que je suis vice-présidente de la région. Je ne suis pas vice-présidente, je suis membre du conseil régional, mais je suis vice-présidente de la commission que vous avez citée, à savoir celle des affaires culturelles, etc. Bon, c'est un petit rectificatif qui avait lieu d'être. Je n'aime pas usurper les titres, donc je suis vice-présidente de la commission. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une note sur les programmes qui visent une intégration de la femme et le principe de l'égalité genre au niveau de la région de Rabat-Salé, Kénitra. Donc, je ne sais pas comment faire pour enlever le... je suis un peu embêtée sur le plan technique, il y a un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. Bon, c'est très bien. Donc voilà, je vais donc parler du principe de l'égalité de genre, sachant que ce principe donc, de l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel. Il a été consacré par la Constitution marocaine du 1er juillet 2011, dont le préambule affirme, je cite, « Le Royaume du Maroc s'engage à combattre et bannir toute discrimination à l'égard de quiconque en raison du sexe. » Et j'enchaîne donc, l'article 19 de cette même Constitution stipule que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, et que, je cite toujours, l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. La Constitution a aussi prévu la mise en place de ce qu'on a une instance qu'on appelle l'autorité en charge de la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Ainsi, parmi les mesures prises pour adapter la législation à ce principe, on citera l'augmentation, par exemple, des sièges réservés aux femmes au Parlement, 60, et l'attribution de quotas dans toutes les instances de la région à travers toutes les lois qui régissent la décentralisation. Au Maroc, comme dans le reste du monde, l'interaction entre les transformations socioculturelles et les réformes politiques est en train de sortir cette question progressivement du terrain des préjugés vers celui du droit. Signalons que le Maroc a pris des engagements en lien avec les conventions internationales. Je citerai par exemple la CEDAW, le PIDESC, etc. La question de l'égalité entre les sexes est d'abord un enjeu de reconnaissance et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle devient une obligation qui engage la responsabilité de tous les acteurs. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes s'entend, bien entendu, dans la vie économique, aussi bien que sociale, culturelle, politique et environnementale. La prise en compte de l'équité et l'égalité des chances est un élément essentiel dans toute action de développement, notamment au niveau local. Elle est un élément essentiel à la réalisation des droits humains de manière générale. Elle permet aux femmes et aux hommes de jouir des mêmes opportunités, des droits et obligations dans toutes les sphères qui concernent la vie quotidienne. Et il va sans dire que la crise sanitaire a creusé le fossé des inégalités hommes-femmes. Ceci dit, partout. La prise de conscience de cette situation et du principe de l'équité de genre par la région de Rabat-Salé-Kénitra s'est traduite par un certain nombre de programmes et de projets qu'elle mène et qui produiront des bénéfices durables sur le long terme en matière d'égalité de genre. Ainsi,
En plus du programme régional connu déjà à l'échelon gouvernemental et qui s'appelle IKRAM. IKRAM signifie pour les arabophones honneur, avec la contribution donc à ce programme d'une enveloppe, c'est pas la peine que je cite les chiffres, assez conséquente de la part du Conseil régional. Donc le programme IKRAM, un plan pour l'égalité de genre et qui vise donc à lutter contre la violence déjà la violence faite aux femmes, qui vise aussi l'autonomisation économique des femmes tant décriée par mes chères intervenantes, l'autonomisation économique des femmes et la promotion de l'entreprise féminine dans le cadre d'une politique publique intégrée. Les domaines des programmes et projets peuvent donc se résumer comme suit. Le Conseil de la région de Rabat Salé Kénitra s'est inscrit dans un programme qui vise à améliorer le niveau de vie des femmes en situation de précarité à travers l'appui de la protection et l'insertion et par le financement de programmes qui visent à améliorer la capacité d'accueil des centres d'hébergement et des acteurs du développement social de manière globale. Le programme régional de lutte contre la précarité vise, entre autres, à mettre à niveau l'insertion familiale, sociale et économique et cible particulièrement les femmes en situation précaire et démunies, ainsi que les femmes et les filles, bien entendu, sans abri ou abandonnées, sans oublier les femmes ex-détenues et les femmes atteintes de sida. Le Conseil de la région, évidemment, a contribué à ce programme avec un seuil dont je ne citerai pas le montant. Il y a trop de chiffres et vous risquez de vous perdre. Alors, dans le secteur de l'enseignement, je citerai par exemple l'équipement de classes préscolaires. L'équipement de ces classes présente quand même une porte d'entrée incontournable à l'amélioration de la scolarité et à sa généralisation, ainsi qu'à l'équité entre les deux sexes. La contribution du Conseil de la région à ce programme vise à équiper plusieurs classes, 300, je cite 300, dans le milieu rural principalement, là où la déperdition scolaire est la plus élevée. Je citerai aussi la mise à niveau des établissements scolaires, l'appui à la création des écoles communautaires, ce sont des écoles qui existent dans le milieu rural essentiellement, un programme qui vise à améliorer l'offre scolaire, notamment dans le milieu rural. Ce programme cible plusieurs communes, notamment rurales, et vise à créer des écoles pour un nombre d'élèves assez important, filles et garçons, constitue l'une des initiatives qui permettent de rendre meilleures les conditions de scolarisation de la fille, notamment en milieu rural. Les programmes déclinés précédemment sont des programmes transversaux qui prennent en compte évidemment le genre. Je cite, dans le cadre de la création des écoles communautaires, par exemple, c'est pour répondre aux enjeux spécifiques liés à la déperdition scolaire et la sous-scolarisation des filles, tout en favorisant la scolarisation évidemment des garçons. Les activités peuvent prévenir, ne serait-ce par exemple qu'un petit détail, à savoir la construction des latrines. C'est un aspect très important dans les écoles rurales et qui permettent de proposer donc un lieu hygiénique aux filles et aux garçons. Mettre en place aussi un bus scolaire qui permettra aux filles surtout d'aller à l'école, tout en résolvant le problème de l'insécurité qui touche essentiellement les fillettes. Adopter une charte d'éthique à l'école et sensibiliser les enseignantes et les enseignants à l'égalité filles-garçons pour réduire les inégalités et les violences afin de promouvoir un environnement non sexiste et non violent et de réduire les phénomènes de violence sexuelle qui touchent majoritairement les filles. Il y a aussi un programme initié par la région, programme de lutte contre l'analphabétisme, qui est très important dans notre pays, un programme d'orientation universitaire et professionnelle, je n'entre pas dans les détails pour aller vite, et un appui aux cycles universitaires qui consiste en la conception de ce qu'on appelle des noyaux dans des villes pas loin de la capitale, pour ne pas laisser cantonner les universités dans certains pôles seulement. Eh bien, la région a contribué avec une enveloppe conséquente à la création de ces pôles universitaires pour favoriser l'accès aux filles à l'université. Alors, je ne peux pas évidemment occulter le volet économique qui fait, ma foi, partie des attributions et des compétences de la région. Le volet économique présente l'un des champs où l'égalité entre les deux sexes s'avère parmi les exigences les plus prioritaires par la région de Rabat Salé Kénitra. Le Conseil de la région
a participé évidemment par une contribution conséquente à ce programme pour appuyer la dynamique économique et les zones d'activité diverses et par conséquent améliorer les conditions des femmes et des hommes, puisqu'on est dans l'approche genre. D'une manière plus précise, le Conseil régional de Rabas Salé Kénitra s'inscrit dans des partenariats et des initiatives qui visent l'appui aux coopératives de la région pour lutter contre les répercussions de la Covid-19. Il y a des signatures qui ont eu lieu dernièrement en partenariat avec ce qu'on appelle l'ODECO, l'Office de développement des coopératives, qui est un office qui fait un travail fabuleux en faveur des coopératives. Il y a également l'appui aux petites entreprises et au profit des filles entrepreneurs dans le cadre de programmes avec des agences de l'emploi et de hautes institutions. Il y a aussi l'appui à l'économie sociale solidaire à travers l'amélioration des conditions d'exercice de l'artisanat, la contribution à l'amélioration de l'e-commerce, le financement de plusieurs événements de commercialisation en faveur des femmes qui font de l'artisanat et la valorisation des produits du terroir à travers un projet de création de 5 centres dans des communes attenantes à la région. Il y a aussi, et conformément aux dispositions de la loi relative aux régions, le développement des compétences en faveur de la femme élue et de la femme cadre administratif. Le Conseil de la région a mis en place un programme complet de formation dans le cadre du schéma régional de la formation continue. Ces formations prennent en compte la composante féminine, bien entendu. En plus de ce programme, d'autres projets sont en cours, à savoir la création d'une unité de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique, ce qui n'est pas négligeable du tout, l'appui à la création d'un centre de formation des femmes et des hommes dans des activités telles que le jardinage, et l'appui à la création d'un centre régional de renforcement des capacités des femmes et des hommes des communes rurales avoisinantes. L'ambition est grande pour le Conseil régional de réaliser beaucoup d'actions en faveur de l'équité genre. Quelques recommandations sont affichées, à savoir créer des synergies entre les régions et les associations locales. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de la société civile, des associations qui font un travail fabuleux, qui n'ont pas arrêté de travailler pendant toute la crise sanitaire. Et je salue au passage mon amie et collègue, Madame Nadia Nayer, qui fait un travail extraordinaire aussi à son niveau. Donc, créer des synergies entre les régions et les associations locales qui interviennent dans le domaine de l'équité genre, élaborer des plans d'action qui visent l'autonomisation de la femme, animer des séances de sensibilisation dans les universités sur les droits des femmes, le genre, etc. Il existe évidemment des unités à l'université, mais il est question de créer ou d'organiser des séances de sensibilisation sans arrêt, créer une commission de l'approche genre méditerranéenne et intégrer évidemment l'approche genre dans la coopération. Tout ça pour illustrer toute l'ambition qu'affiche le Conseil régional de Rabas Salé Kénitra pour aller de l'avant, pour voir dans quelle mesure l'équité genre pourrait être consolidée, renforcée à l'avenir. Évidemment, la crise nous a pris au dépourvu. Beaucoup de défis, la région a eu à faire si vous voulez, à beaucoup de contraintes et beaucoup de défis, beaucoup d'attentes par la population de manière générale et par les femmes en particulier. Je ne reviendrai pas sur ce qu'ont enduré les femmes, mes collègues et les intervenantes ont assez parlé de cet aspect, de la difficulté qu'ont eu les femmes à affronter la pandémie. Et tout ça pour vous dire que le désir est grand de participer à d'autres interventions, à d'autres conférences, pour vous dire combien de choses il y a à faire, combien d'idées sont en place et que les mettre en application n'est pas toujours chose aisée. Madame Naïr a dit qu'évidemment l'approche genre a été la grande oubliée pendant la pandémie, que les collectivités locales doivent jouer un grand rôle. Nous sommes conscientes, chers amis et chères intervenantes, de l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Et je réitère donc mes remerciements aux organisateurs
et à toutes les intervenantes qui ont pris part à cet événement, en espérant une rencontre prochaine, pas de manière virtuelle cette fois, je l'espère. Vous rencontrer serait vraiment un vrai plaisir. Merci de votre attention. Oui. J'espère ne pas avoir pris beaucoup de votre temps. En tout cas, vous nous avez donné des idées pour la suite, et ça va me permettre aussi de rebondir vers Madame Claire Hart, à qui je vais donner la parole maintenant, pour lui dire justement qu'en entendant l'intervention de Madame Desrousses, elle a énuméré une série de petites et grandes et très grandes initiatives qui sont destinées à éradiquer la discrimination, à renforcer l'égalité. Et c'est pour cela que je vous demande, est-ce que votre parcours cosmopolite vous a permis de relever des bonnes pratiques réussies dans certaines régions qui pourraient être répliquées dans d'autres, entre le nord et le sud de la Méditerranée, par exemple? Thank you, Nada. Thanks very much. Hi to all of you, to Atif, to Laura, and to Nabila. And many thanks to the UFM and to Women for the Mediterranean for organizing this fantastic event. To answer your question, Nada, I would say that experience has showed us right the way through time that public health outbreaks and crises have distinct gendered impacts, and that preparedness and response efforts must take into account, must understand the gender dimension of these cases in order to avert widening inequalities that exist already. And what I think we can say, and I mean, I'm looking at this from a French but also a Mediterranean angle, what we've seen is that the coronavirus crisis has been a major threat to women's rights across the world. And the damaging impact, I believe, will be much, much longer and further reaching than just the spike in violence and domestic abuse that we've reported across the world, in the Mediterranean but elsewhere, under lockdown. So I would say, be it in terms of sexual violence or economic inequality, this coronavirus crisis will have this far-reaching effect. And when it boils down to it, and we know that this is always the case, basic human rights have become endangered and must be defended. It's when we know that when women's rights are impacted, human rights are at play. We know as well, and this is again an international situation, we know that women form a major part of what we call the front line of the battle against the virus, as they represent 90% of nursing staff across the world, according to the WHO. They earn less money than men in the health services, who often hold positions with greater responsibility. And the World Bank has calculated that more than 66% of the world's teaching staff are women, and that many of them are mothers having to juggle the needs of schooling their own children and preparing classes at distance during lockdown. We know this can lead to depression, to anxiety, and to burnout in many, many cases. So women make up the majority of service providers, such as cashiers in supermarkets, who have also continued to work daily during the lockdowns and often for no extra remuneration while facing considerable risk. Another thing which has really struck me, Nada, and I think we've seen this across the world, is that many women are involved in non-paid care work. And this, again, links in to these incredible stereotypes that we're up against. In countries like France, the confinement period has seen women's list of daily obligations multiply, not reduce, but multiply, and as they work from home while attending their children's schoolwork, on top of more household chores than usual, with an entire family at home to feed. And a recent poll showed us that for 63% of all families, women cook the meals, 63% of French families.
Okay, another government study showed that 58% of women were spending 2 hours a day doing chores compared to 35% of men during lockdown. So you see, the situation for women is getting worse and worse. Only a very small portion of women are visible in decision-making arenas and policy-making during a crucial moment, and they are absolutely clearly sacrificing their career advancement in order to take care of their families. Another thing which struck me strongly in France is gender equality representation. I don't know what it's been like for you in your countries, but over here, and I've seen this in the rest of the Mediterranean, in TV media debates, we have no gender equality whatsoever during the lockdown and during the crisis. We have excessive presence of male experts designed to give an image of being more reassuring to viewers. And this is something that every night watching the television, it has irritated me to a point of absolute turning off the television in the end. Of course, we've also seen a rise in domestic abuse and sexual and domestic violence. We know that families being confined 24/7 has led to a massive increase, and we've had in France 5 times more reports of abuse via our government hotline since the beginning of the confinement period. Being confined with a violent partner means that women have less options to seek outside help and to avoid confrontation. We also have young girls unable to go to school and more at risk of being the target of sexual assault as well. Rise in cyberbullying, often with sexual overtones, since the beginning of lockdown too. And we know as well that pornography is on the rise, with a very nasty trend emerging in France and Southern Europe called Fisher, whereby photos, videos of young girls in sexual scenarios are published along with their names and contact details with the pure and simple objective of humiliation of these young people. So we are looking at a global rise in the erosion of women's rights and these hard-won battles that we've fought for many, many years on access to abortion, access to sexual health, and preventing child marriages, I do believe are being undermined at the moment. What is very important, Nada, is that governments maintain funding, maintain research, and maintain international cooperation programs on all of these fronts, despite the ravages that we're undergoing at the moment. This is absolutely essential. On the local score, we've been doing many different things to confront all of this. And one of the things, I think probably the most important things, is maintaining our helplines and our helpline services for victims of violence. So that is something we've been very, very centred on. We've also sought to train our police forces in the way that they welcome victims of violence. So police training programs and very widespread campaigns, awareness building campaigns to the outside world and civil society. Very important to hold out our hand to civil society and to work with our associations, NGOs in the field. And also we've set up very close-knit organisations to help care workers and caregivers, providing support for childcare, support for shopping, accommodation, cleaning services, this kind of thing. And we've seen a lot of volunteer people come forward and saying, I want to help our nurses, I want to help our caregivers. So that's fantastic. We're also working on a lot of projects against cyber harassment, and we're working at the moment on an international scale school project, which will be backed by the UN to try and work against this absolutely terrible cyber harassment problem, which hits girls but also hits boys. Now, really, if I was to perhaps sum all this up, I would say that, and I'm a very optimistic person, so I'd say that to some extent, the COVID crisis has been a kind of stress test
for future health issues. And what we absolutely have to do together, women and men, is to ensure that gender equality and women's empowerment are both integrated as a cross-cutting commitment in prevention, response, and all of the recovery processes, and that they become an integral factor in effective COVID-19 mitigation strategies and actions. While we're in front of a crisis situation, of course, it should be and could be seen as a window of opportunity to build back equal through gender-responsive measures which really transform education systems, prioritise resilience, and address the terrible bottlenecks and barriers to true gender equality. We all know, ladies, that what is good for women and gender equality will be good for social development, society, and economic development as a whole. And we must, I think, take the COVID-19 crisis as being a pandemic which puts that truth into stark reality and into relief, and really raises the critically important choices that we have in front of us. Basically, we're looking at a situation where we need to come together and build back better and share those best practices. Thank you. Voilà, merci beaucoup Claire. Je vais éviter de répondre à la question que vous aviez posée, comment ça se passe chez nous dans les autres pays méditerranéens. Chez nous au Liban, la situation est assez catastrophique en termes de violence domestique, cyberbullying et tous les problèmes que vous avez évoqués. Donc, je vais m'adresser maintenant à Madame Nabila Hamza. On a beaucoup parlé de violence contre les femmes pendant la pandémie. C'était un sujet très chaud dans beaucoup de pays. Il y avait beaucoup de choses à faire. Claire en a suggéré aussi un bon nombre, comme les trainings faits aux forces de l'ordre, etc. Donc, je voudrais vous demander à vous si vous pensez que la prise de conscience de ce phénomène, il y a une véritable prise de conscience pendant le Covid, même envers cette prise de conscience, les gens qui voulaient minimiser le problème ont été presque obligés de se rendre compte que ce problème existait vraiment. Est-ce que vous pensez que la prise de conscience de ce phénomène va permettre de mettre en place des politiques et des mesures plus efficaces pour contrer ces violences injustifiables? Merci d'abord de me donner la parole. Merci infiniment à l'UPM de nous permettre cet échange. J'ai cru comprendre que la séance qui précédait était consacrée au Covid-19 et que nous parlerions également des stratégies à mettre en place pour l'appui aux élus. C'est sur quoi j'aimerais mettre l'accent. Mais puisque vous parlez de Covid, et je pense que c'était un moment, à mon avis, la crise sanitaire est pour moi un moment de refondation. Il me semble très important que ce soit pour les gouvernements, la société civile, les élus, les municipalités, les communes, c'est un moment de mettre tout à plat et de tirer les leçons de cette crise sanitaire planétaire qui est absolument inédite. Il est clair que les municipalités notamment, puisqu'on parle quand même des communes et du rôle des femmes dans les communes, les municipalités se sont trouvées devant des phénomènes pour lesquels ils n'étaient absolument pas préparés. Je ne dirais pas que les communes seulement n'étaient pas préparées. Je pense que ni les gouvernements étaient préparés, les autorités évidemment, ni la société civile, ni les communes. Donc, les communes se sont trouvées au cœur, au front d'un dispositif d'assistance pour lequel ils n'étaient pas préparés. Et notamment, encore une fois, d'un point de vue genre, dans tous les pays au monde, et la Tunisie ne fait pas exception, il y a eu évidemment une flambée énorme de la violence domestique. Cette violence domestique s'est accompagnée par un phénomène qui est absolument scandaleux, qui a été la fermeture aussi des tribunaux. C'est-à-dire
que ce qu'on appelle les tribunaux dédiés à la famille en Tunisie ont été fermés. Par ailleurs, avec le couvre-feu, le confinement, la difficulté d'accès aux centres d'aide et aux centres refuges était également importante. Ceci, sans oublier évidemment que le nombre de centres de refuges, de centres d'aide et d'accompagnement des femmes victimes de violences ne se comptent sur les 2 doigts d'une main ou un peu plus. Donc, il n'y en a pas des masses sur le territoire. Du coup, les femmes qui se sont retrouvées avec leurs bourreaux, confinées pendant des mois, des semaines, dans leur maison, avec leurs enfants, face à un mari violent, se sont trouvées dans l'impossibilité de porter plainte, l'impossibilité de rejoindre des centres de refuge ou des associations, elles sont nombreuses en Tunisie, les associations de femmes qui apportent aide juridique, psychologique, etc. aux femmes des victimes de violences. Et évidemment, elles ne pouvaient pas non plus rejoindre les postes de police, ou quand elles les rejoignaient, il y avait aussi, de la part des policiers, évidemment, une fin de non-recevoir, tout simplement parce que les policiers étaient débordés par d'autres problématiques, d'autres sujets, et ne considéraient pas que la violence à l'égard des femmes était une priorité. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas non plus se déplacer parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation juridique d'intervenir dans les maisons. Bref, tout ceci a placé les municipalités, les conseils municipaux devant des situations extrêmement difficiles. En Tunisie, nous avons la chance, après un long combat qui a duré, mais alors des années et des années pour le mouvement féministe, nous avons la chance d'avoir édicté une loi en 2018 qui est une loi intégrale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. C'est une loi qui implique l'ensemble des acteurs gouvernementaux, qui implique également la société civile et qui touche que ce soit les victimes et également les perpetrators. Bien. Le problème qui se pose évidemment dans un pays qui est en transition démocratique, comme c'est le cas de la Tunisie, c'est la déclinaison de la loi 58, de la loi intégrale de lutte contre la violence à l'égard des femmes au plan local. Il est question que les municipalités, les communes se préparent également à mettre en place tout un circuit d'aide, tout un processus d'hébergement, d'aide aux femmes victimes de violences et aussi des unités spécialisées au sein des commissariats de police pour aider les femmes victimes de violences quand elles viennent se plaindre. Une partie de ce circuit a été mise en place, mais la mise en place de l'ensemble du processus, et notamment la création de lieux de refuge, la création de centres d'aide, etc., au plan local, n'a pas été encore réellement mise en place. Ceci veut dire que la Covid, à mon avis, a révélé les insuffisances de tout un système qui n'est pas spécifique à la Tunisie, qui est un phénomène mondial et qui fait que dans des moments de crise, dans des moments d'émergence, nous soyons démunis pour aider les femmes et les femmes victimes de violences. Si vous ajoutez à cela que les mesures qui ont été prises et qui continuent à être prises par certains pays, et qui consistent en la fermeture des écoles, la fermeture des crèches, la fermeture des maternelles, etc. Toutes ces mesures-là mettent les femmes devant une responsabilité énorme qui est celle de ce qu'on appelle l'économie des soins, ajoutée à la combinaison, évidemment, avec leur travail salarié. C'est-à-dire
que les femmes se sont trouvées dans des espaces fermés à gérer leurs enfants, les personnes malades, à préparer la bouffe, à continuer le rôle traditionnel de division des tâches, mais également à travailler à distance pour continuer à pourvoir aux soins de la famille. C'est la conciliation entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré des femmes pose aussi un grand problème et appelle à la prise en compte par le mouvement féministe, d'ailleurs ça commence à s'organiser aussi, appelé aussi à la rémunération du travail, ce qu'on appelle l'économie de soins et le travail du care, comme on le dit en anglais. Donc, ceci est extrêmement important en termes de leçons de la crise sanitaire. Maintenant, pour revenir, j'aimerais dire quand même un mot. Moi, je viens de la Tunisie et je viens d'un pays arabe. Il y a des défis communs qui s'opposent à toutes les villes de la Méditerranée. Les villes de la Méditerranée, d'une manière générale, continuent à être des villes masculines au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau des équipements sportifs, au niveau du nom des rues, au niveau de l'accessibilité au transport, etc. Donc, le droit à la ville pour les femmes, en termes d'accessibilité aux services, en termes de sécurité, et ceci est extrêmement important, notamment en cette période où le terrorisme est en train de frapper de plus en plus, et le droit à la participation citoyenne pour la gestion de la ville, pour la gouvernance locale, ce droit-là n'est pas encore réalisé dans les villes du Sud. Notamment, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres pays. Donc pour moi, les villes continuent à être des espaces essentiellement masculins, des espaces de socialisation essentiellement masculine, et il est très important que les communes, que les femmes qui aujourd'hui ont accédé aux communes, ont accédé à la gestion municipale, puissent réellement prendre des mesures pour intégrer une approche de genre dans la gestion locale. Cette approche de genre est absolument nécessaire. En Tunisie, aujourd'hui, nous avons une vingtaine de femmes qui sont à la tête de mairie. Nous avons environ 47% de femmes dans les conseils municipaux, mais nous avons également des commissions femmes et familles et égalité des chances parce que nous avons un nouveau code des collectivités locales. La Tunisie est un pays aujourd'hui démocratique qui a organisé des élections municipales libres et démocratiques et mis en place un code des collectivités locales sensible au genre. Il est très important aujourd'hui, et notamment au niveau de l'UPM aussi, de mettre en place une stratégie d'accompagnement des communes pour une réelle intégration d'une approche sensible au genre dans l'aménagement de la ville, dans le mobilier urbain, dans la nomination des rues, dans l'intégration du genre, dans la planification, dans les programmes, dans les projets et dans le budget municipal. Je pense que ceci est une urgence et il y a matière à travailler là-dessus. Voilà, merci Nabila, merci pour votre riche intervention. Là, je m'adresse à Laura Chelia, et pour vous dire qu'il y a, comme on l'a dit précédemment, c'est une sorte de pause dans notre vie, ce Covid. Il nous a permis de réfléchir à des sujets qui ont souvent été négligés dans certains endroits de la planète et même dans même les régions les plus nanties. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne votre région, en ce qui concerne votre expérience, est-ce que ça vous a permis de réfléchir à des questions d'égalité de chance? Évidemment, il y a l'égalité des genres, mais il y a aussi l'égalité devant l'accès à la culture, à la richesse du patrimoine des régions
et toutes ces questions qui sembleraient moins importantes quand le monde va mal. Hola. Hola. Buenos días a todas y a todos. Bueno, antes de empezar mi intervención quería ubicar dónde estamos nosotros, porque estoy hablando en representación de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de las Islas Baleares. Aquí en Baleares tenemos por segunda vez una presidenta, una mujer que es la máxima representante de nuestro gobierno, y la responsable de la consejería donde está la Dirección General también es una mujer. Por tanto, es un orgullo que todas mis superiores políticas son mujeres en este momento, ¿no? En el Gobierno de las Islas Baleares nosotros no nos encargamos de las políticas de género. Eso lo hace el Instituto Balear de la Mujer. Nosotros estamos desarrollando las políticas de cooperación al desarrollo que ahora más que nunca, con la crisis de la COVID, hemos visto que son importantísimas para replantear cómo poder superar situaciones críticas. Como decía Nabila, estamos en una crisis planetaria y en ese sentido la mirada local global que plantea el mundo de la cooperación es ahora esencial para ver cómo podemos superar entre todos esta crisis sin dejar a nadie atrás. Como comentaba, quien se encarga de las políticas de género en Baleares es el Instituto Balear de la Mujer, y desde la Dirección General de Cooperación tenemos alianzas muy estrechas con este instituto, con el objetivo de trasladar las políticas de género que estamos desarrollando en Baleares a los países empobrecidos con los cuales desarrollamos proyectos de cooperación. Además, en nuestro plan estratégico, la región mediterránea es una zona clave. Por tanto, estoy muy agradecida de poder estar hoy en este encuentro. Creo que estoy aprendiendo más de lo que puedo aportar a esta mesa. Cuando hablamos de los retos que tenemos para trabajar en el tema de género, tristemente, como comentaba Claire, hay un problema que es común y que se ha visto agravado durante el confinamiento y la crisis de la COVID, que es la violencia de género. Baleares es el territorio, la comunidad del Estado español con más denuncias por violencia de género. En el confinamiento, Baleares lideró el número de denuncias por violencia machista en el Estado español. Por tanto, este es un reto que tenemos que afrontar trabajando tanto a nivel territorial local como en nuestras alianzas con los países del sur en los cuales desarrollamos proyectos de cooperación. Hay otros, yo creo que compartimos todos los que han explicado mis predecesoras, el tema de la brecha salarial, el acceso a los cargos directivos, a los cargos de responsabilidad política, pero creo que el de la violencia es uno de los más sangrantes y el que tenemos que priorizar. Una de las herramientas que tenemos desde el Gobierno de las Islas Baleares en materia de cooperación para hacer que las herramientas, los proyectos sean realmente transformadores, es trabajar con lo que llamamos cooperación descentralizada, porque lo que busca es interpelar a las organizaciones más cercanas a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, esta cooperación descentralizada nos permite fortalecer los gobiernos locales de los países donde trabajamos. Tanto en nuestra cooperación directa como en las convocatorias de subvenciones que estamos llevando a cabo, hay una condición esencial, sine qua non, y es que debe haber en cada uno de los proyectos una contraparte local avalada por el gobierno local o regional. Es así como la transformación que genera afecta o llega
a la mayor parte de ciudadanía. En ese sentido, por ejemplo, tenemos un proyecto en Chefchaouen con Ensenyants Solidaris y ATED que se empezó a financiar desde el año 2005 hasta hoy y que ha permitido crear un centro de escucha y atención a las familias, el CEAF, que atiende a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia machista y familiar. Este proyecto se ha podido extender a las zonas rurales y también cuenta con un servicio de orientación laboral. Entonces, en ese sentido, como ejemplo de cooperación descentralizada que perdura en el tiempo, es la herramienta que más nos permite transformar y sensibilizar en esas zonas. En cuanto a los espacios o a las herramientas para poder intercambiar esas visiones, es obvio que espacios como el que tenemos hoy aquí, con diferentes ponentes de diferentes países, diferentes regiones, diferentes realidades, nos permiten hacer ese intercambio. Desde la Dirección General de Cooperación estamos también en un proyecto europeo llamado Medtown, que engloba también países como Portugal, Grecia, Jordania, Palestina y Túnez, ¿no? Y ese proyecto, aunque no es específico de género, sí que incorpora espacios de intercambio y experiencias en torno al género. En cuanto a las iniciativas más allá del ámbito de la cooperación, creo que es muy importante hablar de la coherencia de políticas. También lo decía Nabila cuando hablaba del derecho a la ciudad. Hay que pensar de forma transversal. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo dentro del propio gobierno para intentar que ciertas políticas sean transversales a las diferentes consejerías o áreas de gobierno en las Islas Baleares. Y un ejemplo que quería poner de alianza con el Instituto Balear de la Mujer, que nos permite canalizar fondos del Pacto de Estado contra las violencias machistas para desarrollar proyectos de cooperación que atiendan a mujeres víctimas de violencia de género en países tanto de África subsahariana como del arco mediterráneo. Y en ese sentido, esas alianzas entre diferentes áreas de gobierno permiten sensibilizar, permiten expandir nuestras políticas y llegar a mucha más gente. Creo que hay que transversalizar los objetivos y las acciones, eso creo que es un reto muy importante, especialmente cuando estamos hablando de gobiernos, de pactos entre diferentes partidos, cuando a veces hay una tendencia a que cada partido político gestiona unas áreas determinadas y no hay una muy grande coordinación. Y en ese sentido, creo que tanto el enfoque de la cooperación, de escuchar las voces del sur, de fomentar ese aprendizaje mutuo, como esa mirada feminista de sororidad, de apoyo mutuo, de cooperar en lugar de competir, son claves para intentar mejorar esas políticas. Y quería también hacer un apunte final, y es que la transformación tiene que ser también en el colectivo de hombres. Las mujeres nos estamos esforzando muchísimo por romper ese techo de cristal y llegar a donde nunca hemos llegado. Se está legislando, se está dotando de presupuesto para que se hagan políticas de género, pero tiene que haber una transformación en el grupo o en el sector masculino, porque solo cuando haya esa transformación llegaremos a la plena igualdad y conseguiremos, pues de alguna manera, dejar atrás lacras como la violencia de género. Y nada más. Muchas gracias por esta oportunidad de poder participar en esta mesa de diálogo. Merci Célia. Merci, pardon, Laura. Voilà, je vais lire une des questions que l'audience, que le public a envoyées. Comme elle est en anglais, je vais la lire en anglais parce que je ne vais pas pouvoir traduire tout de suite.
So, to what extent are the speakers concerned about the rejection of gender-focused recovery measures and of the role of women at the center? On n'entend pas. Vous n'entendez pas maintenant? Non. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, to what extent are the speakers concerned about the rejection of gender-focused recovery measures? And how can je sais pas. Vous avez perdu le peut-être que maintenant, c'est bon ou pas? Non, c'est non. Ouais. Donc, on n'a pas entendu la question. Vous n'avez pas entendu la question. Je vais essayer de la traduire. À quel point ça ne dérange pas en anglais, mais je n'ai pas entendu. Oui, non, mais maintenant j'ai eu le temps de la relire. Donc, jusqu'où est-ce que les intervenants ont compris combien sont concernés par ce refus de gender-focused recovery measures, c'est-à-dire qu'on trouve des réponses gender-focused aux problèmes que nous avons vus, et comment est-ce qu'on peut attirer plus l'attention, raise awareness, sur le rôle de la femme, qu'elle soit au centre de ces réponses qui la concernent à elle et en fait à tout le monde. Donc, je sens que je ne sais pas à qui je vais adresser là. Voilà. Nabila, si vous voulez, allez-y. Merci beaucoup. Moi, en fait, j'aimerais reprendre ce que disait tout à l'heure Laura. Il me semble très important que nous sortions avec quelques recommandations pour l'UPM, mais plus généralement, probablement, de la coopération européenne et par des mesures concrètes. Je crois que réellement, le temps est venu, non pas de déclarations que personne ne lit ou que les gouvernements signent, mais qu'ils n'appliquent jamais, mais je pense que le moment est venu réellement d'initier ce qu'on appelle une diplomatie féministe dans la région. Quand je dis féministe, c'est-à-dire un nouvel élan pour que ce combat soit réellement une cause méditerranéenne, une véritable dynamique régionale en faveur des droits des femmes. Et je pense que là, la mise en place de cadres de concertation, de rencontres, d'échanges de points de vue, de mobilisation de l'expertise, parce que nous manquons d'expertise au niveau des communes. Nous n'avons pas, je pense au nord d'ailleurs comme au sud, nous n'avons pas assez d'outils, assez d'expériences pratiques, d'outils opérationnels pour intégrer une réelle approche du genre dans les politiques et les gestions et la gouvernance locale. Donc, il me semble, pour ma part, que créer et ébaucher un plan d'action commun, donc mettre en place des cadres de concertation et de coordination qui peuvent mettre en synergie des actions qui existent déjà. Parce qu'il y a des actions en Tunisie, il y a des actions au Baléares, il y a des actions au Maroc, il y en a en France, à Montpellier ou ailleurs. Et comment essayer de rassembler, créer des synergies, des échanges entre ces expériences pour pouvoir avancer. Il y a aussi la possibilité aussi de créer des réseaux de femmes élues, des réseaux de femmes qui sont chargées dans les conseils municipaux de l'égalité des chances et qui sont là pour promouvoir la question des femmes. Il y a aussi la possibilité, à part donc de créer des réseaux, d'organiser des assises annuelles ou pluriannuelles des communes qui, elles, se pencheraient réellement sur l'édiction de rapports ou un état des lieux pour voir quelles sont les avancées, quels sont les obstacles et quelles sont les solutions. Ces assises pourraient être organisées par l'UPM,
puisqu'elle a tout un programme justement et un programme d'action dans ce cadre. Je pense également, en dernière chose aussi, que nous nécessitons des questions concrètes, des guides pratiques, des outils pour opérationnaliser les choses. Les déclarations de bonne intention sur la promotion des femmes, des droits des femmes, etc., c'est bon, mais nous n'avons pas partout de véritables outils qui permettent une intégration systémique et systématique de l'approche genre dans l'action municipale, planification, budget, etc., etc. Donc, il est très important, à mon avis, d'engager une dynamique régionale qui pourrait se traduire par beaucoup de choses, une aide, des formations au lobbying, en savoir-faire, une mobilisation de l'expertise et un échange de bonnes pratiques. Voilà. Voilà, merci beaucoup Nabila. En fait, vous avez répondu à toutes les questions du public qui étaient toutes adressées en fait sur cet échange de bonnes pratiques et de plateformes communes et d'échanges plutôt pas d'action commune, mais plus d'échanges entre les pays du bassin méditerranéen. Pour pouvoir aussi être un support, une aide les unes aux autres, celles qui réussissent plus, celles qui réussissent moins, etc. Donc maintenant, mais pour conclure de façon plus positive cette session, que Nabila d'ailleurs vous avez fait en faisant une sorte de recommandation, je voudrais refaire un tour de table et poser à chacune la même question. Si vous pouvez y répondre de façon assez brève, je vais commencer par Watif. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour reconstruire et réparer le monde à la suite de la pandémie, pour le rendre meilleur, surtout plus inclusif pour les femmes et les filles? Voilà. Madame la modératrice. Sur le plan technique, je suis un peu pas très forte. Vous me voyez là en ce moment? Oui. Écoutez, il y a de bonnes intentions, il y a de bonnes idées. Je rejoins ce qu'a dit Madame Nabila. Évidemment, sans des instruments ou des guides, comme elle a dit, sans le réseautage dont a parlé ma collègue et amie Nadia Nahir, on ne peut pas agir seul, évidemment. Il faut créer des synergies, comme a dit Madame Nabila. Par rapport au réseautage ou au développement de partenariats, ou si vous voulez, si on veut prendre d'exemples sur d'autres acteurs qui sont allés loin, en matière de réseautage, je citerai par exemple, d'abord je ne fais pas partie des communes, Madame Nabila oublie qu'il y a aussi les régions, nous ne sommes pas une commune, nous sommes une région, donc nous sommes au-dessus de la commune. Le rôle ne nous revient pas, paradoxalement, à nous, acteurs élus, régionaux, de penser à ces questions, parce que nous sommes, si vous voulez, sur des projets d'une grande envergure. Nous sommes toute la région, et c'est plus la région s'attelle plus au volet économique, social et culturel c'est pas des détails, mon Dieu, pas du tout, qu'à ces actions-là qui concernent les femmes. Donc le rôle revient d'abord à l'échelon le plus direct, à la commune, c'est évident. Donc nous sommes un peu à l'échelon un peu au-dessus de la commune et nous n'occultons pas du tout ces aspects, mais il revient aux communes, qu'elles soient municipales ou rurales, de se pencher sur ce volet-là, sur tout ce qui est action en faveur de la femme, intégrer, comme vous avez dit, et j'y pense aussi tout le temps, l'approche genre dans l'aménagement du territoire, mon Dieu, oui, l'intégrer aussi à un niveau régional, dans ce qu'on appelle le plan, le PDR, le plan du développement régional,
l'approche genre y est inclue, parce que quand le plan de développement, qu'il soit communal ou régional, est proposé par un bureau d'études, c'est les élus qui entérinent et qui valident évidemment ce plan. L'approche genre n'est pas inscrite explicitement, mais implicitement, elle y est. Elle y est de toute façon. J'en veux pour preuve tous les progrès que j'ai déclinés, les programmes que j'ai déclinés tout à l'heure, qui ont été initiés par la région, impliquent implicitement tout le temps l'approche genre, la femme, la petite fille, etc. Donc, si vous voulez, je rejoins les propositions et les recommandations de Madame Nabila. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez résumé, si vous voulez, ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Et j'adhère complètement à vos propositions. Il y a la coopération décentralisée qu'a mentionné Madame Laura en citant des exemples de partenariats faits dans la ville de Chefchaouen, qui se trouve au Maroc, je tiens à le préciser. Il y a évidemment des jumelages, des partenariats, le réseautage. Le partenariat est quelque chose de très, très important pour aller de l'avant, pour élaborer des guides, comme vous avez dit, intégrer l'approche genre dans les politiques publiques de manière transversale. Ça, c'est le mot d'ordre de chaque acteur, qu'il soit local ou associatif. Et je ne peux donc que valider ce que vous avez dit, chère madame. Les idées sont nombreuses. La Covid nous a prises au dépourvu, à l'échelon planétaire. Nous avons été pris de court par la Covid. Nous avons, maintenant que nous voyons un petit peu, si vous voulez, nous sommes pas au bout du tunnel, mais bon, nous arrivons à dépasser dans une certaine mesure le plus gros de la pandémie. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de programmes en tête. J'espère qu'avec l'aide de nos partenaires européens, nous pourrons aller de l'avant et nous rencontrer le plus souvent, n'est-ce pas? Je l'espère, pas de manière virtuelle, c'est horrible, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc en fait, si vous voulez, je valide ce qu'a dit Madame Nabila et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument aller de l'avant et élaborer des guides pratiques pour mettre en application et mettre en œuvre tous les programmes, quels qu'ils soient. Les recommandations sont belles, comme vous avez dit. Des conventions ou autres, c'est tout à fait beau, mais mettre en pratique, c'est toute une autre paire de manches. Mais nous ne baissons pas les bras, nous irons de l'avant grâce à la société civile, au gouvernement, aux élus, qu'ils soient locaux, qu'ils soient communaux, régionaux. Nous sommes tout à fait conscients de ça et donc voilà, en fait, je vous remercie, vraiment je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser, si Claire a une réponse très rapide, mais vraiment très rapide à ma question. Comment faire un monde meilleur? Comment rendre le monde meilleur? So very, very simply, very quickly, we must build back better. And to do that, we have to be innovative, we have to be united, and we have to be strong. And I fully agree with everything that was said about coming together and having a sort of multi-stakeholder Mediterranean exchange process. We've all got best practices to share. Now we have to get out and share them and build the platform in order to do that. Just that. Simply. Thank you. Laura, rapidement, très vite, comment rendre notre monde meilleur? Sí, muy rápidamente, porque creo que queda muy poco tiempo. Nosotros creemos mucho en el trabajo pequeño del día a día. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer el año que viene es hacer nuestra propia estrategia de género, integrando el género en desarrollo,
para que todo el trabajo y toda la acción política de la Dirección General incorpore esa mirada. Pero además vamos a facilitar que todas las entidades del territorio de las Islas Baleares que están haciendo cooperación hagan su propia estrategia de género para que a final de 2021 hayamos avanzado en ese pequeño cambio, pero que pensamos que tendrá mucha reversión en todos los futuros proyectos. Entonces, nosotros, como somos un territorio muy pequeño, intentamos trabajar mucho con la coherencia a nivel interno para fortalecer nuestro tejido asociativo y que siempre vayamos alineados en nuestras políticas, en este caso de género y cooperación. Así que esta es nuestra propuesta concreta para el año que viene y yo sí quiero incidir también en la educación. Ahora tenemos aquí por primera vez un posgrado universitario en coeducación que está formando maestros y profesores, maestras y profesoras para intentar educar desde la igualdad. Creo que eso es fundamental, formar a los docentes para que incidan en deconstruir ese machismo, ese patriarcado que se forma también en la infancia, para que en el futuro tengamos una sociedad libre de violencias machistas y de cualquier desigualdad ligada al género. Alors, je vous remercie toutes pour cette séance si riche en partage d'expérience et en informations. Je vous rappelle que la conférence est loin d'être terminée. Donc, je vous invite aussi à suivre la session suivante qui se tient à 14h30, heure de Barcelone, intitulée Challenge Lab 1. Quelles mesures et quels soutiens directs sont nécessaires pour faire face efficacement à l'impact économique du Covid-19 sur les femmes et les filles. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.